Faut-il taxer les riches? Question épineuse. Allez, ne soyons pas mesquins. Je vais vous raconter l'histoire d'un Argentin, le Magnifique. Le Magnifique, il était le roi de Paris, le premier et peut-être le dernier grand playboy de Buenos Aires. Il collectionna les automobiles de rêve et les icônes féminines d'Hollywood. Il était l'Argentin le plus riche de son pays. Voici la vie de Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué. Ettore Bugatti est un raté, une mauvaise personne. Fallait-il sacrément être culotté pour proférer tel jugement infamant? Ou bien fallait-il être irrespectueux, provocateur, chicaneur, narcissique pour se permettre d'écorner l'image du patron de Molsheim? Martín de Álzaga Unzué était probablement tout cela et bien plus. Peut-être sentait-il couler dans ses veines le sang chaud de son illustre ancêtre, dont il portait le même patronyme. Celui-ci s'était illustré pour infliger une cuisante défaite aux troupes britanniques quand elles avaient voulu conquérir Buenos Aires en 1806. Mais Martín de Álzaga Unzué aurait dû pourtant se souvenir qu'après avoir été adulé, son illustre aïeul fut conspué et fusillé sur accusation de conspiration envers l'Espagne. Mais l'humilité n'était probablement pas inscrite dans les gènes de la lignée de Álzaga. Né en 1901, dans une des familles les plus riches d'Argentine, il est dit que la famille possédait des domaines agricoles couvrant des milliers d'hectares. Martín de Álzaga, surnommé par son père Macoco dès son plus jeune âge, passa sa trépidante existence à flamber une fortune qui semblait bien inépuisable. De son éducation dans les grandes écoles européennes, dont le célèbre collège d'Eton, il garda quelques bonnes manières, même si son tempérament dissipé écourtait certains de ses séjours. L'adolescence enflamma son cœur et son corps au point d'être obsédé toute sa vie durant par les automobiles et les femmes. A priori, un parcours bien convenu pour un homme fortuné vivant en cette enivrante période. Mais dans l'excentricité et la dilapidation, Macoco poussa le curseur au-delà de l'imaginable. La jet-set des années folles considéra d'ailleurs qu'il était l'Argentin qui a dépensé le plus d'argent dans sa vie. Une vie digne d'une grande saga hollywoodienne, si incroyablement fantasque qu'elle inspira le personnage du roman Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Macoco avait rencontré d'ailleurs l'écrivain et sa femme Zelda lors des fêtes gigantesques qu'il organisait dans sa villa pharaonique de Beverly Hills. Avant de nous perdre dans la vie mondaine de l'Argentin, où la légende et les affabulations se mêlent à la vérité, revenons à l'automobile. Les voitures étaient ma folie. Sans volant, je me sentais mort. Elles faisaient partie de ma vie, se confiera-t-il à la fin des années 70 à un journaliste. À la question « Qu'avez-vous découvert en premier, les femmes ou les voitures ?» Le vieux monsieur solitaire qu'il était devenu répondait, une lueur dans le regard, « Elles étaient au coude à coude ». En 1920, licence en poche, il avait fait l'acquisition de sa première auto, une Anasagasti spéciale, construite à Buenos Aires, équipée probablement d'un moteur Ballot, vite remplacé par une Mercedes, avec laquelle il participa à la course Montevideo-Punta del Este et au Grand Prix de l'Automobile Club d'Argentine. Un événement auquel il s'inscrivit à nouveau en 1922 et en 1923 sur Packard et Studebaker, semble-t-il. La même année, après avoir vu le Grand Prix d'Italie remporté par Bordino sur Fiat, il lança l'idée de former une équipe pour participer aux 500 miles d'Indianapolis. Ne pouvant obtenir satisfaction auprès de Fiat,
l'Argentin se tourna vers Bugatti et commanda à Ettore 3 voitures qu'il régla rubis sur l'ongle après avoir négocié quelques modifications techniques. Pour d'obscures raisons, l'équipe composée de Makoko himself, de son ami Rol Riganti, du français Pierre de Vizcaya, reçut quelques jours avant la course 5 voitures. L'usine avait décidé d'envoyer le comte Zborowski et le prince de Sistria en renfort du team argentin, jugé peut-être inexpérimenté pour défendre les couleurs de la marque. Des souvenirs racontés par Makoko, il semblerait que les autos livrées étaient en piteux état d'apparence et guère plus convaincantes d'un point de vue mécanique. Les performances et les résultats de ces Bugatti Type 30 monoplace animés par un 8 cylindres de litre se révélèrent catastrophiques en course, coulant leur bielle avant d'inquiéter la concurrence. Ettore et Bugatti avaient-ils profité de ce personnage fantasque et argenté pour faire une bonne opération commerciale? Le doute subsiste. L'Argentin garda une rancune tenace envers la marque de Molsheim. Après avoir couru sur une Miller, il acheta ensuite une Sunbeam avec laquelle il remporta la Coupe de l'Autodrome à Miramas en préambule au Grand Prix de Marseille. Quelques semaines plus tard, à Paris, passant devant la concession Amilcar, il tomba en extase devant 2 exemplaires du modèle C6 de course. Devant la surprise générale, il entra en grande pompe et demanda qu'on lui prépare les 2 voitures. Même quand il arrêta de courir à l'aune des années 30, De Alzaga continua à acheter et vendre des autos avec une frénésie boulimique. Lorsqu'il revint s'installer à Buenos Aires dans les années 50, il se rendit célèbre pour être l'homme qui possédait le plus grand parc automobile. Continuant à dépenser sans compter, il lui arrivait encore d'offrir des voitures à des amis ou à des conquêtes. Mais sa boulimie mécanique ne fut rien face au tumulte de sa vie amoureuse. La famille pourtant tenta de dompter le fauve en voulant le marier à une cousine elle-même fortunée. Il trouva comme délivrance de s'échapper vers Paris. La ville lumière qu'il aimait tant, capable de combler ses excès en tout genre. Il se fit rapidement connaître, son extravagance alimentait la tribune. N'était-il pas ce jeune Argentin qui se permit, attablé à une table chez Maxims, de viser les scènes des Valkyries au plafond avec du beurre projeté par une fourchette? Un acte irrévérencieux qui se transforma en expression populaire. Jeter le beurre au plafond ou plus communément balancer l'argent par les fenêtres, Makoko devint maître incontesté dans la discipline. Le tout Paris s'arrachait sa compagnie. Sacha Guitry dira d'un bon mot dont il était coutumier que les Françaises avaient maintenant 2 caprices, un chien pékinois et un amant argentin. On ne compte plus ces frasques insensées. Quand il ne se lavait pas les pieds au champagne devant des serveurs médusés, il entrait en voiture chez Harrods, payant ensuite les nombreux dégâts causés. Sans l'ombre d'un calcul, il paya un yacht à son ami Errol Flynn, et tant d'autres. À la question « Que faut-il être pour être un vrai playboy ?» De Alzaga répondait « Avoir énormément d'argent ne suffit pas, il faut des amis, de la culture, de la décence, de la gentillesse et une certaine vision romantique du monde, et aussi voyager, se nourrir de l'ailleurs. » Puis, balançant la fumée d'un cigare et levant une coupe de champagne, il poursuivait martial, flamboyant, mais aussi fantastiquement insupportable. Un vrai playboy doit pouvoir naviguer sur le yacht d'un ami Maharaja et chasser le zèbre en Afrique. Il ne s'en priva pas. Il alla jusqu'à tapisser les murs du Morocco, le club huppé qu'il ouvrit à New York, dépôt de son sinistre palmarès de chasse. Nombreux furent ceux qui tentèrent de suivre son sillage dispendieux. Nul n'y arriva. Tous ruinèrent bien avant lui. Faire la fête, encore et toujours.
Dialzaga en était le prince incontesté. Se moquant des règles et des lois, associé à un gangster notoire, il ouvrit en pleine prohibition un premier cabaret, le Bass Club, un immense bar tournant d'un côté d'un magasin d'alcool qui, par une simple pression sur un bouton, pivotait pour qu'apparaissent des miroirs et des danseuses. Al Capone y avait ses habitudes. Quelques incidents réglés à coups de flingue incitèrent Makoko à prendre la tangente. Il fit alors l'acquisition d'une des villas les plus délirantes de Beverly Hills. Les fêtes débutées au Morocco se poursuivaient en terre hollywoodienne, ou peut-être l'inverse. Bien lucide, celui qui pouvait invoquer une quelconque chronologie. Ils étaient tous là, les bons, les brutes et les truands, accompagnés bien sûr d'une nuée de créatures, quelques stars vénérées, beaucoup d'opportunistes et des putes. Même si l'on y buvait davantage que l'on mangeait, beaucoup avaient leur ronde serviette. Marilyn Monroe, Bing Crosby, Frank Sinatra, Humphrey Bogart, Truman Capote, Ginger Rogers, Maurice Chevalier, Miss Tenguette, dont Makoko disait qu'elle avait les plus belles jambes du monde. Parfois, quelques égarés se laissaient prendre dans le tourbillon. Les Windsor venaient s'encanailler en délaissant le protocole. Saint-Exupéry rêvait d'un petit prince. Et Carlos Gardel qui dédia la chanson Chucheta à son ami argentin. Dans cette vie menée à train d'enfer, l'alcool et le sexe laissaient peu de place aux sentiments durables. Makoko se maria toutefois avec une Gwendoline Robinson avec qui il eut une fille. Il la quitta pour Kay Williams, mannequin chez Vogue à la beauté incendiaire, égérie des cigarettes Chesterfield. Usée par les frasques de l'Argentin, elle le quitta à son tour pour se blottir dans les bras de Clark Gable. Buenos Aires, qu'il jugeait rustique et ennuyeuse, le rappela pourtant. Le président Perón fit appel à son incroyable entre-gens pour faire revenir Ginger Rogers à ses côtés. Plus tard, il le sollicita une nouvelle fois pour rencontrer Brigitte Bardot, dont Perón était tombé amoureux. Mais la roue ingrate du temps avait tourné, l'aura de Makoko pâlissait, il avait perdu ses attaches parisiennes, il ne réussit pas à convaincre Bébé, ce qui n'eut au final aucune incidence diplomatique du fait que le président argentin venait d'être renversé. L'heure de jeter le beurre au plafond était un peu passée. Là des tourbillons, lassé par tant d'extravagance, Dialzaga retourna à Buenos Aires. Il continua à faire commerce d'automobiles, une passion qu'il n'abandonnera que plus tard. Les crises financières, les mauvais placements, les conseils mal avisés de quelques aigrefins finirent par l'éloigner des feux de la rampe. Au final, il revint s'installer définitivement dans cette ville qu'il n'avait jamais vraiment aimée. Comme le racontait Gatsby le Magnifique, la solitude avait commencé à s'étendre de plus en plus largement. Makoko mourut en 1982. Il avait 81 ans. On le trouva entouré de ses 3 chats, un verre de whisky posé à ses côtés.